Bien, alors d'abord, bonjour à tous. Maintenant que je suis là, je ne vous vois plus. C'est très curieux comme effet. Et je voulais aussi remercier l'invitation qu'on m'a donnée, mais surtout la gentillesse de l'accueil hier soir. J'ai beaucoup apprécié. J'ai pu échanger et donc avoir un peu plus idée de ce qui se passe sur votre territoire et je vais essayer de m'adapter. Je voudrais aussi préciser une troisième chose. Je ne suis pas du tout une spécialiste en matière d'autisme. Donc je n'aurai pas d'exemple sur le sujet, j'en suis absolument désolée. Mais par contre, j'espère que ça sera l'occasion de nouer des liens et donc que vous puissiez m'apprendre davantage et peut-être même m'accueillir dans vos structures à l'occasion. Voilà. Quand on m'a demandé de venir ici, on m'a passé commande également. On m'a demandé d'intervenir sur un nombre de thèmes. Donc je vais essayer de respecter ce qui a été convenu et donc, je vais commencer par quelque chose qui contextualiserait contextualiserait historiquement, on va dire, la question de la paire aidance. Alors, peut-être tout d'abord revenir sur le fait que c'est un vocabulaire extrêmement récent, hein, paire aidance, et qu'en réalité, probablement, la forme la plus ancienne est certainement celle de l'entraide, et qu'on a aussi appelée entraide mutuelle en France. C'est une façon de nommer qui fait beaucoup sourire nos voisins québécois qui nous font remarquer qu'à partir du moment où l'aide est entre, alors elle est déjà mutuelle et qu'il n'y a peut-être pas besoin de rajouter mutuelle. Je vous laisse réfléchir à ça, ça m'amuse aussi. Voilà, donc l'entraide mutuelle, c'est probablement quelque chose qui a toujours existé et qui est simplement lié au fait que depuis des millions d'années, la question de la survie a taraudé l'humanité et que par conséquent, face à la question des famines, des épidémies, des fléaux naturels comme la grêle, comme le feu, mais aussi les guerres. Tout cela a rendu, on va dire, difficile par bien des endroits et bien des périodes la survie d'un certain nombre d'êtres humains et de collectifs humains. Voilà, donc probablement qu'il y a toujours eu à faire face à des épreuves et pour chacun d'entre vous, je pense que vous avez expérimenté dans votre vie le fait que lorsqu'on est face à des épreuves auxquelles on ne sait pas comment trouver des solutions et qu'on ne sait pas trouver cette solution seul, en général, on se tourne vers des ressources. Et parmi ces ressources, celles qui sont fréquemment sollicitées, ce sont précisément les pairs. Voilà. Donc, on va dire que l'idée de l'entraide et de se tourner vers les pairs n'est pas quelque chose de récent. C'est probablement un phénomène ou un processus social qui est consubstantiel de l'humanité, tout simplement. Mais qu'en même temps, il a été progressivement institutionnalisé, organisé, et qu'aujourd'hui, il se passe autre chose. La première forme d'institution, on va dire, ou d'auto-organisation de l'entraide, précisément, a toujours été autour de la survie, et ça dure depuis quelques millions d'années. Et le fait qu'il se joue autre chose que simplement la question de la survie, mais qu'on décide d'affronter d'autres types d'épreuves ensemble, du point de vue historique, visiblement remonterait 18e, 19e siècle, pas avant. Donc c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Et 18e, 19e siècle, en fait, c'est avec le mouvement de l'industrialisation et la montée de l'individualisation, où là, effectivement, les individus ont beaucoup plus pensé à prendre en main leur propre vie. C'est vraiment une autre façon de penser, de se penser soi-même et de penser son rapport au collectif ou de penser son identité. Et donc, on a des individus qui ont souhaité changer leur vie et n'ont pas accepté le destin social de leur naissance, c'est-à-dire d'être né paysan, d'être né ouvrier, etc. Et il y a eu une première conceptualisation de ce type-là de positionnement par M. Smiles en 1897. C'était, on va dire, un grand érudit de l'époque. Et ce M. Smiles a été invité à rencontrer 4 jeunes gens qui étaient des hommes, qui étaient ouvriers de leur état et qui avaient décidé de changer de vie. Et pour changer de vie, ils s'étaient rencontrés régulièrement depuis plusieurs années pour échanger leur savoir et donc s'auto-apporter les uns les autres, s'auto-enrichir. Et progressivement, d'autres jeunes hommes se sont affiliés à eux. Et quand M. Smile a été invité pour venir leur proposer sa propre érudition, il a été face à une centaine de jeunes hommes, dont la plupart, effectivement, et c'est ce qui l'a impressionné, arrivaient à changer de trajectoire sociale. Voilà. Et pour cette raison,
il a décidé donc d'écrire un premier recueil théorique qui s'est appelé le self-help. Et le self-help, je souhaiterais le traduire à peu près correctement aujourd'hui. Très souvent, on pense que c'est se prendre en main par soi-même, mais c'est finalement être complètement autonome, mais dans une sorte de distance à autrui. C'est probablement une erreur dans une traduction française. Le self-help, c'est beaucoup plus se prendre en main. Donc c'est vraiment à l'initiative de l'individu et c'est donc être acteur de soi-même, de sa vie. Mais c'est aussi le faire avec autrui et en solidarité avec autrui, dans l'entraide avec autrui. Donc le self-help, c'est à la fois un mouvement d'entraide et à la fois un mouvement d'aide à soi-même. Voilà, et les deux sont dans une même dynamique et s'auto-entretiennent. Voilà, et donc ce mouvement et cette théorie, cette posture du self-help et cette dynamique pratique donc se sont progressivement développées. Et puis il y a eu un second tournant qui est après la Seconde Guerre mondiale avec les nouveaux mouvements sociaux. Alors lesquels les mouvements féministes prennent beaucoup d'essor à ce moment-là, les mouvements gays, lesbiens, les mouvements de lutte pour la reconnaissance de la valeur des personnes noires, etc. Bref, donc ce sont des mouvements qui organisent et s'auto-organisent dans leur lutte, mais en se donnant des moyens assez spécifiques et assez originaux pour l'époque, et notamment les groupes de pairs. Donc là aussi, on retrouve vraiment l'émergence et la constitution de groupes de pairs, mais de groupes de pairs comme outil pour arriver à penser autrement, se penser autrement, penser le monde autrement. Et donc, le self-help, on va dire, c'est... Voilà, je vais essayer de vous donner un peu les piliers du self-help. Ça a été aussi théorisé par Katz en 1976. Le self-help, c'est d'abord une rencontre entre pairs. Ça suppose donc que les personnes se reconnaissent réciproquement comme pairs. Ça ne suppose pas que des gens soient désignés comme pairs de l'extérieur. C'est pas du tout la même chose, je vais y revenir. Donc c'est une reconnaissance spontanée entre pairs. La deuxième chose, ça produit des relations entre personnes et aussi des relations groupales qui vont perdurer parce que les pairs le souhaitent, parce qu'elles y trouvent quelque chose, ces personnes. Et qu'est-ce qu'elles y trouvent ? Il y a plusieurs orientations aux actions self-help. Vous avez celles dont on va parler aujourd'hui, qui sont sous l'intitulé de Père aidance aujourd'hui, et je vais revenir sur la question de cet intitulé, mais qui sont donc des formes d'accompagnement ou de soutien par les pairs. Vous avez les collectifs de pairs qui vont former ce qu'on appelle de l'autoreprésentation, et donc qui vont essayer de représenter leur perspective, leur compréhension du point de vue intérieur à la situation, du point de vue de ceux qui vivent la situation. Vous avez les collectifs de lutte pour les droits, qui là sont plutôt dans une lutte de cause et de lutte politique. Et puis vous avez aussi les pairs qui participent à la formation ou à l'enseignement, pour les professionnels notamment, mais aussi pour leurs pairs et pour leurs proches. Voilà, donc le self-help a trouvé plein de modalités d'action, mais en même temps, qu'est-ce qu'on trouve dans un groupe self-help ? Quand on se réunit entre pairs pour entreprendre tous ces types d'actions que je viens de mentionner, on trouve l'investissement de ses pairs, qui est une énergie énorme et qui apporte énormément d'espoir. On trouve les qualités de ses pairs. On trouve les savoirs expérientiels, je vais y revenir, c'est vraiment un pilier important. Et on retrouve les compétences développées par ses pairs. Et tout cela mis ensemble, effectivement, permet d'évoluer favorablement. Enfin, dernier élément concernant ces collectifs self-help, quand ils s'organisent dans la durée, sont toujours donc des collectifs, vous l'avez compris, auto-organisés par et pour les pairs. Donc c'est vraiment une façon de penser l'action en société spécifique. Deuxième chose, le self-help, donc c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est un esprit, c'est une dynamique, ce sont des types de pratiques. À l'intérieur du self-help, donc il y a l'accompagnement et le soutien par les pairs. Du point de vue de la France, on peut dire qu'historiquement, pareillement, ça existe depuis longtemps. Et pour ce qui concerne le champ du handicap et le champ de la santé, on retrouve des collectifs féministes sur le champ de la santé dès la fin 19e, dès le début 20e siècle en France. Et on retrouve des collectifs dans le champ du handicap dès le début 20e siècle, 1920-1930. Par exemple, les fondateurs à l'origine de l'APF ou de l'APAGE,
sont des personnes en situation de handicap qui avaient créé une aumônerie dans, je crois, le centre de Berck, et qui donc avait créé un collectif par et pour les pères, et qui avait donc apporté, on va dire, un certain nombre à la fois de savoirs et de ressources, de manière à pouvoir évoluer favorablement dans leur vie, à choisir leur vie, des ressources juridiques, des ressources de lutte, des ressources pour construire par eux-mêmes leur vie quotidienne. Recherche d'emploi également, de manière très importante. Voilà pour l'historique. Vous avez aussi quelque chose un peu plus récent, 1994, l'émergence de la paire-émulation en France, qui était le premier, on va dire, premier intitulé dans lequel le terme paire apparaît. Voilà. Je me rends compte subitement que j'ai fait une bêtise, donc je vais solliciter le premier rang, et notamment Cécile, de m'indiquer l'heure. J'ai oublié de venir avec mon portable. Est-ce que j'ai fait un quart d'heure? D'accord, alors il faut vraiment que je me dépêche. Voilà, parce que je vais vous parler de 4 points, mais on m'avait demandé cet historique, donc le voici. Je sais que dans la salle, le public est assez hétérogène, donc tout le monde n'a pas les prérequis sur l'accompagnement et le soutien par les pairs. Donc je vais faire ça en 10-15 minutes, très rapidement. Et puis ensuite, je vais revenir sur quelque chose qui m'importe énormément et qui est un des piliers de cet accompagnement par les pairs, mais qui probablement fait toute son originalité, c'est la question des savoirs expérientiels. De quoi s'agit-il très concrètement? Et je terminerai par le dernier point de la commande, les enjeux. Voilà. Donc, et je dois terminer à quelle heure? 10h15, 10h20, puis après on garde une demi-heure de questions. Très bien, merci. Donc, l'accompagnement et le soutien par les pairs. Les 3 éléments fondateurs ou qui constituent ou qui vraiment font la marque de fabrique de ce type-là d'action, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre, c'est des relations entre pairs, donc je vais réexpliquer ça, de quoi s'agit-il, 2, une éthique spécifique, une posture relationnelle spécifique, je vais revenir dessus aussi, et enfin, donc, j'approfondirai la question des savoirs expérientiels, qui me paraissent être, on va dire, peut-être le cœur du process, ou peut-être l'aspect le plus original. Donc, qu'est-ce qui permet l'émergence d'entraide, de soutien ou d'accompagnement par les pairs? Tout d'abord, la rencontre entre pairs. Et cette rencontre entre pairs n'existe non pas du fait que 2 personnes qui auraient des diagnostics similaires ou qui vivraient des situations similaires simplement se rencontrent dans un couloir ou dans un amphithéâtre comme ce matin, mais surtout, cette rencontre, c'est bien plus que ça. Elle ne vaut et elle ne va déclencher une relation de pair que si, effectivement, d'abord, il y a une reconnaissance réciproque que l'autre est un pair. Alors, premier point, cette reconnaissance est nécessairement donc subjective. Ce n'est pas une reconnaissance qui est imposée parce qu'il y aurait une étiquette ou un label sur la tête d'un individu qui le nommerait et qui lui donnerait le mandat de pair. Se reconnaître pair signifie que lorsqu'on est au contact de l'autre et qu'on échange, qu'on discute de façon assez informelle en fait, on se rend très rapidement compte que l'autre présente des similarités, qu'il a une façon de comprendre le monde et de l'analyser ou de faire avec, qui sont proches des siennes. Il y a quelque chose du côté de l'écho, de la résonance qui se produit et qui fait qu'on reconnaît que l'autre est un pair. C'est quelque chose d'assez intuitif et d'assez spontané, donc par nécessité, donc toujours singulier. C'est pas donc parce que 2 personnes sont objectivement pairs du point de vue de l'extérieur qu'elles vont se reconnaître comme pairs, mais parce que cet effet de résonance se produit, alors la reconnaissance de pair existe. Et c'est à partir du moment où ce phénomène s'est déclenché que quelque chose de spécifique en termes relationnels va pouvoir se construire, donc ce que j'ai appelé la relation de pair. Donc cette relation de pair produit plusieurs effets qui sont, on va dire, intéressants en matière de soutien et d'accompagnement. D'abord, lorsqu'on rencontre son père, on a le sentiment qu'il a vécu la même expérience ou quelque chose d'extrêmement proche. On se reconnaît dans son expérience. On se reconnaît dans les situations qu'il décrit, dans les épreuves qu'il a passées.
Et ça crée une forme de proximité, une proximité en termes de connivence. On a l'impression que l'autre comprend très vite et qu'il n'y a pas besoin d'expliquer avec beaucoup de mots, qu'il a une sensibilité qui n'est pas seulement analytique, qu'il a une sensibilité émotionnelle, qu'il a une forme d'empathie particulière. Et ce sentiment d'être compris, de pouvoir faire confiance, permet de s'ouvrir et d'aller beaucoup plus loin de façon... sans que ça soit quelque chose de volontaire, en fait. Mais on va beaucoup plus loin dans l'explicitation de son vécu, dans la possibilité de dire des choses qui, d'ordinaire, mettraient mal à l'aise, soumettraient à la peur du jugement. Là, au contraire, on sait que l'autre est passé par ses émotions, par ses épreuves, et donc on se sent, on va dire, suffisamment confiant pour pouvoir exprimer ces choses qui, d'ordinaire, font honte. Et par conséquent, l'échange peut être beaucoup plus profond, beaucoup plus riche, parce que beaucoup plus ouvert, a priori par les qualités de ce type-là de relation. Un deuxième élément important, c'est la question de l'horizontalité. Parce que l'autre a vécu cette expérience, on a aussi le sentiment qu'il va non pas se mettre en surplomb parce qu'il viendrait avec un point de vue d'expert, mais qu'il va se mettre à égalité parce qu'il vient du point de vue de l'expérience, donc du même point de vue que soi. Et donc ça aussi, ça provoque des effets de confiance et une possibilité de s'exprimer. Mais plus que ça, ça permet des échanges qui peuvent être réciproques. Autrement dit, le soutien par les pairs ou l'accompagnement par les pairs permet que lorsque l'un a été soutenu, il puisse un jour rendre au même ou à d'autres des choses différentes. Et c'est donc pas quelqu'un qui serait particulièrement plus pair que les autres, mais en fait chaque pair qui peut soutenir ses autres pairs à condition d'être reconnu comme tel, et à condition que l'effet de résonance se produise, et à condition d'apporter des savoirs expérientiels qui sont pertinents pour l'épreuve ou la situation que l'autre est en train de traverser. Donc la question de l'horizontalité, de la réversibilité des positions est importante, et en fait quelque chose de spécifique. Bien sûr, cette forme de soutien et d'accompagnement ne peut fonctionner et ne peut provoquer des résultats intéressants que si, et c'est la condition sine qua non, la personne a décidé de se prendre en main et de changer sa vie. Voilà. Pour les personnes qui n'aspirent pas à se prendre en main et à changer leur vie, alors la paire aidance est de peu d'effet. Voilà, autre élément sur... Du coup, j'ai été très très vite, je suis désolée. Peut-être alors je vais vous dire quelques mots sur qu'est-ce qu'on sait du point de vue de la littérature scientifique, qu'est-ce qu'on sait qu'apporte la relation entre pairs. Donc il y a des éléments effectivement spécifiques. Quelque chose sur lequel il est absolument impossible de faire concurrence aux pairs. Je dis ça pour les professionnels, parce que si les professionnels, il n'est pas possible de leur faire concurrence sur un certain nombre de leurs propres savoirs et pratiques, les pairs apportent vraiment quelque chose de spécifique, qui est la question de l'espoir. Quand il vous arrive un accident grave dans votre vie et qu'on vous annonce le diagnostic, la plupart d'entre nous avons à vivre un temps d'effondrement avec un processus deuil, etc. Et même si le médecin est plein d'empathie et qu'il vous dit que la vie vaut quand même le coup d'être vécue et que vous avez quand même un horizon qui s'ouvre à vous, il est très difficile de le croire parce qu'en général, lui n'est pas atteint par cette maladie ou par cet accident. Il se trouve que dans les mêmes centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, lorsqu'un père qu'on dit un ancien vient pour passer des examens ou simplement parce que c'est lui l'entraîneur du club de foot fauteuil ou l'entraîneur du club de boxe, et que donc on a l'occasion de fréquenter un ancien dans le handicap, comme ils disent, on constate très rapidement des effets importants parce qu'il est possible de s'identifier à un père qui est passé par la même épreuve, mais qui visiblement va très bien, a une vie absolument sympathique et enviable, et il n'a même pas besoin de le dire pour qu'on le croie et qu'on retrouve l'espoir dans le fait qu'une vie intéressante est possible et qu'une vie qui vaille le coup soit envisageable. Donc la question de l'espoir est vraiment quelque chose qui est lié à la simple présence que des pairs qui ont déjà passé par ces épreuves et ces situations soient là dans un environnement immédiat et soient simplement
on va dire, en bon état de santé mentale. La deuxième chose qu'apporte le père de manière très spontanée et que ne peut pas apporter quelqu'un qui n'est pas passé par l'expérience, c'est aussi l'espoir pour chacun de ces individus en sa capacité propre à changer. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très couramment un fait. Quand on rencontre son père et qu'on se rend compte qu'il a été capable de dépasser des épreuves qui vous paraissent aussi insurmontables, on se dit, mais alors, si lui en a été capable, alors qu'il a le même diagnostic, qu'il a le même niveau de lésion, qu'il a à peu près le même type de parcours social que moi, alors c'est que probablement ça doit être possible pour moi aussi. Et là, à nouveau, l'espoir naît non pas seulement en une vie meilleure et en une vie intéressante et stimulante, mais aussi l'espoir qu'on est capable de changer sa propre trajectoire et qu'on peut se prendre en main. Donc deuxième effet d'espoir, la possibilité de se prendre en main. Le père apporte également, lorsqu'il va bien, quand il réussit à avoir une vie sympathique, il apporte très spontanément la possibilité de s'identifier à lui, de se dire on aimerait devenir quelqu'un qui lui ressemble, ou même pas forcément qui lui ressemble en tant que personne, hein, mais avoir une trajectoire similaire. Et par conséquent, on retrouve progressivement de l'estime de soi et de la confiance en soi, parce qu'on n'est pas seulement celui qui a tout perdu grâce à l'accident ou à cause de l'accident et à cause de la maladie, on est celui qui peut devenir tout cela et donc qui a un potentiel. Autrement dit, on n'est pas sans valeur et on peut donc s'en accorder. Pour ma part, j'ai longtemps travaillé dans un hôpital auprès de personnes qui avaient subi une lésion de la moelle épinière et donc qui se retrouvaient paraplégiques ou tétraplégiques à vie. J'ai été extrêmement impressionnée par les rencontres informelles le soir ou les fêtes entre patients la nuit, dans lesquelles il y avait énormément d'échanges qui se produisaient. Et dans ces groupes de pairs, il y avait effectivement des choses importantes qui se jouaient, et notamment comment faire face aux valides. Comment faire face à ces gens qui ne passent pas par l'épreuve, qui vous disent comment faire, qui vous disent comment faire avec votre corps, comment vous devez penser votre avenir, comment vous devez penser votre insertion professionnelle, alors qu'ils ne se rendent même pas compte, en tout cas c'est vécu comme ça, hein, ils ne se rendent même pas compte de l'épreuve qu'on est en train de passer. Voilà. Donc là, il y a tout un tas de choses qui peuvent se discuter entre pairs et qui soulagent. Et deuxièmement, il y a aussi toute une construction identitaire à faire de soi. Qui suis-je maintenant que mon corps a changé, maintenant que je vois bien que mes proches, etc., ne me traitent plus exactement de la même manière. Et c'est entre pairs qu'on va élaborer une compréhension de soi qui permette de tenir debout. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, ces jeunes gens que j'ai observés étaient, pour la plupart d'entre eux, des personnes qui ne fréquentaient pas du tout des individus en situation de handicap avant leur accident. Très clairement, ils avaient un accident parce que c'était des sportifs, des gens qui prenaient des risques en automobile, en moto, etc. Il n'y avait pas que des gens qui prenaient des risques, mais grosso modo, une grosse part des accidents n'étaient quand même pas tout à fait anodines. Et entre eux, alors que pendant toute leur vie antérieure à l'accident, ils n'avaient pas accordé de valeur, ou voire même ils avaient dénigré de manière importante les personnes en situation de handicap, et ils étaient très fiers de leur virilité antérieure. Autant là, donc justement, ils ont à se reconstruire identitairement, ils ne peuvent plus prendre appui sur le même système de valeurs, et c'est entre eux qu'ils vont reconstruire un nouveau système de valeurs. Pourquoi entre eux ? Parce que tout seuls, ils s'affrontent à eux-mêmes, et savent très bien qu'ils n'y croient pas, que leur système de valeurs n'est pas celui auquel ils ont aujourd'hui besoin d'aspirer. Ils savent très bien qu'ils se mentiraient à eux-mêmes, mais que par contre, à plusieurs, ils finissent par se convaincre les uns les autres qu'il y a d'autres valeurs sur cette terre, et que donc ils ont effectivement des raisons de se penser dignes d'exister et de se penser dignes d'avoir une existence qui vaille le coup d'être vécue. Voilà. Qu'est-ce qu'apporte d'être en relation avec ses pairs ? Et là, je vais conclure. Le soulagement d'être compris, le sentiment de ne plus être seul,
c'est aussi la possibilité de trouver une communauté d'appartenance ou une nouvelle famille, certains le vivent comme ça. C'est aussi pouvoir se construire en termes de repères et de normes. Beaucoup des jeunes gens dont je viens de vous parler passaient leur temps à se comparer et à s'évaluer les uns par rapport aux autres. Il y avait des courses de fauteuils dans les couloirs, il y avait des sorties en forêt. Dans le film Patient, vous voyez des gens qui s'embourbent sur une racine et dans une flaque debout. C'est exactement ce que j'ai pu observer. Mais pourquoi tout ça a lieu? Pour savoir qui on est. Finalement, après l'accident, le corps a changé, l'identité est en train de changer parce qu'on n'est plus traité par autrui de la même manière. Et donc, qui est-ce qu'on est? Quelle est cette nouvelle personne que je suis en train de devenir? Se comparer aux autres permet d'avoir des repères aussi triviaux que j'ai assisté pendant une soirée entière à des comparaisons où chacun est passé le long d'une porte pour se mesurer sur une chambrole pour savoir quelle était la taille moyenne d'une personne en fauteuil. Donc c'est 1,20 m. Mais ça y est, la moyenne était donnée et on avait un repère. Celui qui était au-dessus d'1,20 m était un grand paraplégique ou un grand tétraplégique. Celui qui était en dessous d'1,20 m était petit. On avait mesuré les tours de mollet, par exemple, c'est pour savoir qui était plus ou moins musclé, etc. Ou plus ou moins gras, d'ailleurs, ça dépendait. Voilà, mais c'est des choses qu'on observe souvent chez les jeunes enfants, mais en fait qu'on a besoin de construire pour sa propre identité. Et donc, quand on est déstabilisé par un changement corporel important, le père permet de reconstruire tous ces repères qu'on a perdus avec la survenue de l'accident ou de la maladie. Voilà, donc le père permet de se comprendre, pour le dire les choses autrement. Ensuite, donc, les savoirs expérientiels, troisième point que je souhaitais aborder avec vous. Très souvent, dans la culture du monde associatif d'aujourd'hui et du monde médico-social, je constate qu'on parle de savoir expérientiel essentiellement pour les personnes qui seraient, on dit, directement concernées. Je tiens tout de suite à préciser qu'en fait, les savoirs expérientiels concernent tout à chacun. Chacun d'entre nous avons une expérience de vie personnelle et de vie professionnelle, et qu'au cours de ces expériences, la plupart d'entre nous produisons des savoirs ou acquérons des savoirs simplement parce que d'autres en mettent à notre disposition et que nous nous les approprions, et qu'en les appropriant, on les modifie, et que du coup, il y a un process de co-construction des savoirs également qui est en cours. Donc nous sommes tous détenteurs de savoirs. Deuxième point important, aucun d'entre nous n'aurait pu survivre sans être détenteur de savoir expérientiel. Pourquoi ? Simplement parce que la compréhension de notre monde, le fait de savoir qu'une chaise ou un siège sert à s'asseoir, qu'un four sert à cuire, qu'une fourchette sert à manger, et simplement être capable de reconnaître le soleil, la lune, de se repérer dans les horaires, enfin, etc., etc. Tout ce qui relève de la vie quotidienne ne sont pas des savoirs innés, ne sont pas des savoirs donnés, ne sont pas des savoirs inscrits dans le patrimoine génétique. Tout ça, c'est appris. Vous savez d'ailleurs à quel point les jeunes enfants posent des quantités de questions absolument invraisemblables sur pourquoi le soleil est jaune, pourquoi un bus ça roule, et on n'a pas toujours des réponses à leur fournir. Mais dites-vous que ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, en tant que parents, en tant que proches, etc., mais aussi entre pairs, parce que les enfants entre pairs discutent énormément pour essayer de comprendre le monde, ou simplement par leurs actions s'approprient le monde, ou par le mimétisme s'approprient le monde et le sens, ils sont en train d'apprendre le monde et de donner sens à l'expérience qu'ils ont. Autrement dit, l'expérience existe avant d'avoir du sens. Et que ce sens, on l'a construit, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes à l'aise. C'est un monde qui est devenu ordinaire, alors qu'au départ, quand nous sommes nés, il a été extraordinaire, et que progressivement, donc, il s'est banalisé. On a pu construire des routines, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, on va dire, de vaquer à nos activités de manière fonctionnelle, pertinente, utile, efficace. Bref. Donc tout ça, ça nous a été donné, et nous en avons construit aussi une partie, donc à travers notre expérience. Je voudrais rajouter une troisième chose. Bien sûr, dans ces savoirs expérientiels, il y a une part importante qui provient de la culture, de ce qu'on appelle habituellement la culture, mais les savoirs expérientiels ne sont pas réduits à la culture. On a en général plus de savoirs expérientiels que n'en contiennent la culture. Mais ce qui est intéressant dans la culture, et que je tiens à faire remarquer aujourd'hui, c'est que pour un même environnement, pour un même environnement matériel, s'entend, pour un même territoire, il y a plusieurs façons de le comprendre culturellement. Et par conséquent, les savoirs expérientiels
pour un même territoire, pour un même environnement, peuvent être très différents. Et donc peuvent produire des possibilités ou des compétences d'adaptation, d'orientation et d'action très différentes. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être en relation de manière efficace et utile au monde dans lequel on vit, et à autrui et à soi-même. Et c'est là où ça devient intéressant probablement, parce que ce que je suis en train donc de vous dire, c'est que pour un même monde a priori dit objectif, il peut y avoir une pluralité de savoirs expérientiels, il peut même y avoir une pluralité d'expériences, puisque les savoirs expérientiels finissent par innerver l'expérience, et progressivement, donc, ce qu'on prend pour l'expérience ou la réalité, en réalité, c'est simplement des savoirs expérientiels qu'on projette à travers notre cognition. Bon, là, je vais un peu loin et je vais m'arrêter là. Mais je pense que pour certaines personnes, vous venez de faire des liens, je pense, intéressants pour vos propres professionnalités et vos propres accompagnements pour ceux qui ne sont pas professionnels, mais bénévoles. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on parle de certains savoirs expérientiels plus que d'autres ? Probablement parce qu'ils sont rares. Rares parce que les situations et ces expériences-là sont beaucoup moins vécues que la moyenne des autres. Et ça a pour effet des conséquences qu'on peut considérer comme embêtantes, en tout cas limitantes, c'est qu'effectivement, on n'a pas à disposition, en général, ces savoirs. Très souvent, on a le sentiment d'être tout seul dans cette situation et à vivre cette expérience, parce qu'autour de nous, il n'y en a pas d'autres qui la vivent et qui peuvent nous donner leur avis, leurs sentiments, leurs opinions, leurs tuyaux, leurs ressources, leurs idées, leurs questions. Et ce qui fait qu'on est face à des situations qui nous semblent très complexes. Autrement dit, construire du savoir expérientiel seul, c'est difficile, c'est toujours possible. La plupart d'entre nous, on en a toujours construit quelques-uns, mais quelques-uns seulement, et quelques savoirs ne permettent pas de sémantiser la totalité de l'expérience. Quand on a une expérience qui s'impose comme suffisamment différente à ce que vivent la plupart des autres, eh bien effectivement, les autres ne peuvent pas mettre à notre disposition les savoirs ordinaires qu'ils utilisent pour fonctionner avec ce monde-là, avec ces personnes-là ou avec eux-mêmes. Par conséquent, non seulement ce sont des savoirs rares, mais ce sont des savoirs qui sont peu produits et qui sont mal diffusés. Et là, il y a probablement des enjeux. Ceci dit, ce sont des savoirs qui sont spécifiques, et je vais vous donner un exemple pour comprendre tous les enjeux derrière d'utilité sociale et tout l'intérêt de leur production et de leur diffusion. Actuellement, donc, je suis en ethnographie auprès de groupes d'entendeurs de voix et de groupes de personnes paranoïaques. Je vais vous donner un exemple concernant les groupes d'entendeurs de voix. Vous m'avez dit à quelle heure il faut que j'arrête ? D'accord. Donc les personnes entendeuses de voix, en général, on me pose la question, donc j'y réponds immédiatement, est-ce qu'elles sont schizophrènes ? Ça dépend. Ça dépend. Il arrive qu'elles aient été diagnostiquées schizophrènes, il arrive qu'elles n'aient pas été diagnostiquées, et il arrive qu'elles aient un autre diagnostic. Qu'importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles affirment que dans leur expérience ordinaire, elles sont affrontées à des situations spécifiques, par exemple d'entendre des voix au sens strict du terme, mais par exemple de percevoir des entités. Donc ce n'est pas forcément toujours que du son, ça peut être des formes, des lumières, ça peut être de la couleur, ça peut être même un film en 3D dans lequel elles sont inscrites, ça peut aller jusqu'à là. Bref, toute la sensorialité peut être mobilisée, ou certains aspects de la sensorialité, qu'importe. Voilà comment qualifieraient, je pense, les personnes entendeuses de voix, leur propre expérience. Mais cette expérience peut être gênante, pas nécessairement, je tiens à le préciser, mais pour certaines qui sont persécutées par contre par les fameuses entités ou les fameuses voix ou les fameux esprits, etc. Certaines ont quand même l'occasion de rencontrer par exemple Lucifer tous les jours, et ce n'est pas une présence agréable que rencontrer Lucifer tous les jours. Certaines d'entre elles donc vivent des épreuves au sens où elles sont terrorisées, persécutées, humiliées, discriminées. Elles vivent l'enfer en fait au quotidien, mais du fait de leur relation avec ces voix, avec ces entités, etc. Et donc ça arrive à un certain nombre de personnes au sein de cette humanité, et
Et des collectifs de pairs se sont créés à la fin des années 80 aux Pays-Bas à l'initiative d'un psychiatre. Et ça finit par créer un mouvement international militant qui s'appelle les entendeurs de voix, c'est pour ça que je les appelle comme ça, dont la plupart des présidents au niveau national sont des psychiatres, pas en France. En France, le président est un entendeur de voix. Et donc, ils construisent des collectifs de pairs dans lesquels l'expérience de l'entente de voix, mais l'expérience de vie en général, peut être discutée. Donc, vous l'avez compris, ça permet de se rencontrer entre pairs, c'est-à-dire d'avoir affaire à ces spécificités relationnelles, où on se sent davantage en confiance, on se sent davantage compris, on a moins peur du jugement, etc., etc. Et ces échanges, progressivement, ont permis à certains d'entre eux de trouver des solutions, parce qu'un des moyens de construire des savoirs expérientiels, c'est justement de ne pas être seul et d'avoir l'occasion de connaître l'expérience de l'autre pour pouvoir comparer, pour pouvoir analyser, pour pouvoir tester les tuyaux de l'autre pour voir si ça marche pour soi, etc. etc. Et progressivement, donc, à force d'échanger les uns avec les autres et d'analyser, il y a effectivement des constructions de savoir expérientiels qui valent bien au-delà de la seule singularité de l'expérience, mais qui valent pour plusieurs. Et donc, il y a eu des solutions de trouver. Je vais vous en donner quelques-unes pour vous permettre de prendre l'empan de l'intérêt de tout ça. Pour certains, enfin même pour beaucoup d'entre eux, là par contre, il y a des solutions en termes de comment éviter l'apparition des phénomènes, leur fréquence, leur grande fréquence ou leur forte intensité. Là-dessus, il y a convergence de la plupart des expériences. C'est, première solution, éviter certaines substances. Alors, les substances en question peuvent bien sûr être des produits, ce qu'on appelle communément des drogues, mais ça peut être certains médicaments, et ça peut également être des substances naturelles. Donc même la nature peut provoquer ce genre d'effet. Pour d'autres, et pour beaucoup d'entre eux aussi, c'est vraiment des solutions partagées, ça. Faire attention à son hygiène de vie, tout particulièrement à la qualité et à la quantité du sommeil. Faire des activités qui permettent de la relaxation, comme la sophrologie, la méditation, etc. Ça, c'est des choses qui, visiblement, produisent des effets très bénéfiques. Et aussi surveiller l'alimentation. Voilà pour les techniques, on va dire, de base. Deuxième type de techniques, qui sont les techniques à court terme. Quand vraiment vous êtes dans un moment où les voix ou les phénomènes vous ont envahi et que vous êtes complètement à genoux sous l'effet de leur persécution, c'est vraiment ce type-là de description de l'expérience. Je participe au groupe, donc j'ai l'occasion d'entendre ces descriptions. Et à court terme, il y a beaucoup de stratégies de distraction qui fonctionnent. Alors, il y en a une qui est très originale, qui n'est pas exactement une stratégie de distraction, mais qui est très étonnante, et qui fonctionne pour certains d'entre eux, mettre des boules QS. Certains, en mettant des boules QS, n'entendent plus leur voix. Je n'ai pas d'explication rationnelle à ça, mais ce qui est certain, c'est que pour ceux pour qui c'est efficace, c'est quand même une solution très facile. Il suffit d'avoir des boules QS dans sa poche. Pour d'autres... et pour beaucoup d'entre eux, les stratégies de distraction, c'est, par exemple, aller dans un concert pour justement que le bruit surpasse le bruit fait par les voix, écouter de la musique très fort, lire à haute voix, jouer à un jeu vidéo, enfin des choses qui demandent de la concentration et qui font également du bruit, visiblement permettent de se détacher, en tout cas de mettre une distance avec les phénomènes, et donc qu'ils baissent en fréquence et en intensité. Et puis il y a des solutions durables sur le long terme, qui existent également, et l'une d'entre elles que je trouve très impressionnante, et qui est la raison d'ailleurs de mon intérêt pour ces groupes, c'est la technique du temps partagé. Quand j'ai eu l'occasion de rencontrer ces groupes, c'était en 2012, ça n'existait pas encore en France, c'était un forum britannique par Internet sur lequel j'ai été acceptée, et donc j'ai pu assister aux échanges. Et là, par exemple, un ancien accueillait un tout nouveau qui était complètement affolé et terrorisé, et l'ancien lui dit « Écoute, je sors de là aussi, ça fait 6 ans que je fréquente les groupes, j'y vais toutes les semaines, et progressivement, j'ai pu comprendre qu'est-ce qui déclenchait, qu'est-ce qui intensifiait, comment ça fonctionne chez moi les voix. Et aujourd'hui, j'ai réussi à reprendre le contrôle sur elles. » Donc vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de guérir, il ne s'agit pas d'anéantir les voix,
mais par contre de faire avec les voix et d'avoir une vie qui vaille le coup d'être vécue avec ou contre les voix. Et en l'occurrence, cet homme expliquait qu'il prenait, ça se passe en Grande-Bretagne, tous les mardis, tous les vendredis soirs, de 17 à 19, le thé avec ses voix. Et que le reste du temps, par contre, sa vie était à lui. Donc il avait forcé les voix, il les avait contraintes à un temps partagé de 2 fois 2 heures par semaine. Et du coup, il avait de nouveau la possibilité de s'investir dans un travail, de s'occuper de ses enfants, de nouveau de renouer des liens forts avec sa conjointe. Voilà. Donc il ne s'agit pas, vous voyez bien que donc, ces techniques-là ne sont pas des techniques auxquelles il est facile de penser et même de les tester simplement quand on ne vit pas les situations. Il faut être en situation pour pouvoir inventer ce genre de savoir. Et en même temps, ça peut être utile et ce n'est pas forcément contradictoire ou en concurrence avec ce que peuvent apporter par ailleurs les professionnels. Voilà, et dernier point très rapide, parce qu'on m'avait demandé de vous parler des enjeux. Alors, les enjeux, j'en ai listé aussi un certain nombre. Depuis la fin des années 2010, on rentre vraiment en France dans un tournant politique qui institue par le haut, c'est-à-dire par les politiques publiques, la question de l'accompagnement et de soutien par les pairs. Donc l'intitulé aujourd'hui le plus reconnu, c'est l'intitulé de la pair aidance. Alors, on m'a demandé de discuter les définitions. Ce que j'aurais à en dire, c'est, mais vous le constaterez par vous-même, hein, il suffit d'observer, suivant les lieux et les acteurs, le terme pair aidance est utilisé pour des choses qui n'ont pas grand-chose ou pas nécessairement grand-chose à voir les unes avec les autres. Voilà. Donc ce n'est pas en soi le mot qui a valeur, mais plutôt il faudrait, je pense, s'attacher au sens plutôt qu'au mot. D'autant plus qu'il y a plein d'autres catégories qui existent, comme pair-émulation, comme travail pair, comme conseiller pair, comme médiateur santé pair, on va avoir l'occasion de rencontrer cet après-midi, etc. Et que toutes ces catégories, en fait, et en réalité, quand elles sont ethnographiées, analysées, etc., on se rend compte que quand même les piliers sont à peu près toujours les mêmes, et qu'il s'agit d'un type de relation très particulier et qui est une ouverture particulière qui est la relation de pair. La posture éthique dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais ça sera peut-être l'objet de vos questions. Et puis donc justement ces fameux savoirs expérientiels qui sont tout à fait spécifiques et qui ne peuvent se développer probablement que quand il y a rencontre entre pairs. Donc ça c'est un des enjeux. Donc le fait que ça soit construit maintenant à l'intérieur de politiques publiques fait que tout cela s'agence de manière différente, s'aménage de manière différente, c'est institué par le haut, et ça vient changer justement, et notamment la question de l'identification réciproque. Par exemple, une institution, un établissement peut décider de qui est le père. On aura un père qui éventuellement est payé pour cela, ou qui est bénévole, mais le père de l'institution, ou les pères, une équipe de pères. Et par conséquent, c'est avec cela que cette identification réciproque devrait avoir lieu. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas, et ça va complètement dépendre des individus. Je pense qu'il faut être vigilant à ça. Il faut être attentif au fait que quand on met en place un dispositif qui permet justement cette relation de pair, au moins qu'il n'y ait pas qu'un seul père, parce que tout le monde ne s'identifiera pas à ce père-là. Mais deuxièmement, ne pas rendre obligatoire la relation avec un seul d'entre eux ou avec un tel et un tel. Pourquoi ? Parce qu'il faut effectivement qu'il y ait cet effet de résonance pour que tout le reste puisse se déclencher et s'alimenter. Donc là, il y a vraiment un enjeu qui serait que ça serait dommage de mettre plein de dispositifs et de pairs en place alors que finalement on ne provoque pas les effets attendus. Au-delà de la question de l'identification, il y a la question de se prendre en main pour que véritablement cette dynamique de self, elle puisse continuer à perdurer. Il faut aussi être attentif au fait qu'il y a une vraie différence à faire entre faire partie d'eux et prendre part à. Ce sont des différences qui sont faites par Joël Zask. Faire partie d'eux, c'est participer à un dispositif qui a été construit sans vous et dans lequel vous êtes intégré. Prendre part à, c'est construire ensemble un dispositif. Et du coup, on n'est pas du tout dans le même type de dynamique. Et si vous voulez quelque chose qui est du côté de l'empowerment, probablement faut-il qu'il faut
Faut-il favoriser plutôt quelque chose du côté de la co-construction? Sinon, si vous établissez les personnes dans des places, des positions et dans un organigramme avec des fonctionnements qui sont préétablis, avec des moyens, des objectifs, des évaluations, etc., probablement que cette possibilité, qu'une personne complètement extérieure choisisse de se prendre en main et qu'elle décide que ce soit avec ce père-là, ça devient de plus en plus improbable, parce que d'abord, faut-il qu'il y ait l'effet de résonance, mais faut-il aussi que la dynamique de l'institution, justement, ne freine pas l'effet d'empowerment. Donc là, il y a vraiment, je pense, une certaine subtilité à avoir dans la mise en œuvre pour permettre qu'il y ait de l'empowerment à l'intérieur même des établissements et services. Et là, je pense que c'est un vrai challenge auquel nous allons être affrontés. Ou sinon, on risque effectivement d'instituer plein de dispositifs de pairs, mais dans le même temps, de perdre à la fois les effets, l'originalité et les savoirs expérientiels. Pareillement, la question du ressenti d'égalité, l'horizontalité, la réciprocité, vous voyez bien que s'il y en a un qui est nommé comme pair et l'autre qui est simplement un usager, on n'est plus du tout dans des rapports d'égalité. Et que, pareillement, il va falloir réfléchir à ce type-là d'obstacles. Voilà, je ne veux pas trop... Je voudrais aussi signaler un autre effet qui est très courant aujourd'hui. Quand on observe la manière dont les pères aidants pratiquent, très souvent, ils sont affrontés à des questions de légitimité qui sont importantes. Des institutions leur demandent si véritablement ils sont à la hauteur de leur mission, s'ils sont compétents, s'ils ont été formés, etc., etc. Des professionnels leur posent des questions, jusqu'à leurs pairs, qui ne prouvent pas cet effet de résonance, qui peuvent leur poser ce genre de questions. Et autrement dit, très souvent, au lieu de développer des activités de soutien ou d'accompagnement, on se rend compte que cette suspicion d'une non-légitimité les amène justement à essayer de sensibiliser, d'informer, de faire connaître, et par conséquent évacuent quasiment tout le temps qu'ils pourraient consacrer au soutien et à l'accompagnement de leur père. Voilà, donc là il y a un vrai effet d'accélération pour la légitimité et qui pose, on va dire, des difficultés simplement d'établissement dans une certaine sérénité qui permettrait l'ouverture et donc d'être à égalité, d'être disponible et d'être dans une possibilité d'être en résonance avec son père. D'autres effets constatés, puis je vais m'arrêter là pour qu'on puisse échanger, mais très souvent, une des difficultés quand on construit ça dans des établissements ou des services, c'est la question de l'empressement des porteurs de projets à aboutir à un résultat et arriver au recrutement, soit de bénévoles, soit de salariés. Mais ça a des effets de... Les équipes ne sont pas nécessairement préparées. Ça peut être une catastrophe quand l'équipe n'est pas préparée à accueillir un père aidant. Très souvent, les rôles ou la fiche de poste n'est pas claire. Et quand elle a été établie et clarifiée, elle reprend en partie les missions d'autres professionnels et ça va provoquer des effets de compétition, de concurrence. C'est pas souhaitable, d'autant plus que je viens de vous l'expliquer, il y a une vraie originalité, il y a des vrais apports spécifiques et on passe à côté, c'est dommage. Il y a des difficultés aussi en termes de niveau de salaire. Il y a une vraie discussion sur quelle est la valeur et donc combien doivent être rémunérées ces personnes quand elles le sont. Il y a des effets aussi de micro-agression ou de macro-agression d'ailleurs également. Il y a eu par exemple un médiateur santé-père qui n'a jamais pu accéder à son poste de travail puisque des syndicats l'ont empêché de rentrer dans l'hôpital psychiatrique en question. Il y a eu un piquet de grève devant le portail le jour de son arrivée. Les micro-agressions sont plutôt des professionnels qui sont plus que réticents à sa venue dans l'équipe. C'est souvent une minorité, mais ils sont là. Et ça peut ressembler à quelque chose qu'on appellerait en France... Alors, microagression, c'est le terme d'une collègue de l'université de Yale aux USA. Mais je pense qu'en France, on traduirait ça par un terme harcèlement. Je pense qu'on viendrait bien. Et puis dernier élément, il y a aussi des pères qui peuvent se retrouver en très grande difficulté parce qu'ils sont accusés par d'autres de les avoir trahis
d'être devenus des salariés d'une institution pour leur intérêt personnel, mais de finalement traiter leur père comme s'ils étaient des professionnels et non pas comme s'ils étaient quelqu'un qui avait l'expérience. Donc en fait, ce qu'il leur est reproché, c'est de devenir des professionnels, de ressembler à des professionnels et de ne plus être un père. Et c'est aussi des situations et des relations qui peuvent être très violentes. Voilà, donc j'espère que je vous aurai un peu montré tous les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui et je suis disponible à vos questions. On va faire passer des micros dans la salle. Si j'ai des filles de la CRA Team qui peuvent m'aider, je vais les réguler. Ça n'a pas été trop long, ça va? Non, c'est pas. Oui. Parce que j'ai dit beaucoup de choses tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Monsieur Amri. Il faut l'allumer, il y a un petit temps de latence. Non. Non. Un autre? Est-ce que... Oui, Ouh c'est là bon. là. Oui, je pense que ça marche maintenant. Est-ce que c'est trop fort là? Ça va? Ça va. Donc je m'appelle Léo Amari, je suis père de jeunes adultes autistes et je me considère comme père aidant. Donc, et je suis président aussi d'une association Autisme CRI 46 et entre autres partie de la CRA en tant que président du Conseil d'orientation stratégique. Je pense que la définition de le père aidant, c'est quelque chose qui pose un certain nombre de questions et que je n'ai pas tout à fait compris dans le concret dans ce que vous avez exposé. Est-ce qu'un parent d'un enfant adulte autiste peut être considéré un père aidant? Dans le sens que un grand nombre de personnes autistes, sur les 60 000 peut-être qui sont en Occitanie, sont non-verbaux et par définition, les autistes ont des anomalies et des troubles de communication et des anomalies et troubles dans les relations sociales. Et que moi, je connais personnellement, je ne sais pas, peut-être une soixantaine de personnes autistes, où une grande partie d'eux s'en fout royalement de tout autre autiste. Donc, est-ce que si on définit le père aidant uniquement des personnes autistes avec des personnes autistes, on finit d'exclure surtout les parties de personnes autistes qui sont déjà le plus en difficulté. Donc c'est une question dans la mise en place de le RAP, de la réponse compagnon pour tous, où il y a tout un volet sur le père aidant, à quel point on définit ou on élargit le concept de le père aidant pour être d'autres personnes que les personnes qui souffrent pas de la maladie, dans ce cas-là, mais de l'handicap. Et comment on voit ça? Parce que on voit plus en plus l'importance des personnes autistes qui sont représentées eux-mêmes dans des instances, des commissions et tout ça, mais évidemment, ils représentent que le parti des personnes autistes qui sont un petit peu comme eux, et pas les autres qui sont dans le haut parti du spectre. Et on dit toujours 600 000 personnes autistes en France, 600 000 formes d'autisme. Donc, la notion de spectre père aidant et compréhension mutuelle l'un de l'autre nécessite un petit peu de clarification. Donc là, je reconnais les effets de la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous. Donc je travaille également avec Marina Droby et on a eu l'occasion de discuter de ces mêmes questions. Parce que quand on a mis en œuvre cette réponse accompagnée pour tous, effectivement, il y a eu des hésitations sur la terminologie à employer. Au début, c'était père émulation, après ça a été père accompagnement, après ça a été père aidance. Finalement, ça probablement restera père aidance. Dans le groupe de travail actuel au ministère, c'est intervenant père. Oui, on est encore en train d'inventer une nouvelle terminologie. Donc il y a des enjeux, effectivement. La première question que vous avez posée, en tout cas que j'ai comprise comme telle, c'est en tant que parent. Alors, en tant que parent, est-ce que je peux être père aidant? Alors,
Vous pouvez être père de qui? De celui qui a la même expérience que vous. C'est ça être père, hein? P-A-I-R. Pas P-E-R-E, P-A-I-R. Celui qui vit la même expérience que vous, c'est un autre parent. Donc vous pouvez être le père d'autres parents sans aucune discussion, évidemment. Vous pouvez peut-être être père aidant d'autres parents s'ils se reconnaissent en vous et que tout ça se met en œuvre. Voilà. Vous pouvez être aidant pour des gens qui vivent une expérience suffisamment différente de la vôtre, et notamment les enfants autistes, bien sûr. Voilà. Donc on peut être père aidant et aidant, et c'est 3 choses différentes. Est-ce que tout le monde peut devenir père aidant? C'est une grande partie d'autisme des autistes. Non-verbal, Oui. des relations sociales très très compliquées, par définition, ne peut jamais entrer dans tout ce qu'on va parler aujourd'hui, la père-aidance. Je ne suis pas sûre, je ne dirais pas ça comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas sûre que la père-aidance passe que par les mots, de très loin. Alors, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'aborder ces sujets-là, mais je pense qu'il y a d'autres effets qui peuvent être peut-être liés à des partages émotionnels ou peut-être des partages d'ambiance ou des effets de mimétisme ou je ne sais quoi. Mais il y a autre chose qui se joue, et donc au niveau non-verbal. Et après, je vous l'ai dit, malheureusement, je n'ai pas l'occasion de faire de terrain ethnographique dans le champ de l'autisme, sinon je pourrais vous répondre de manière beaucoup plus précise, et j'en suis désolée. Mais par exemple, pour des personnes qui ont des grandes déficiences intellectuelles, là-dessus, je peux vous répondre. On pensait que, comme elles ne pouvaient pas analyser et s'exprimer verbalement, parce qu'elles n'ont très peu de mots, on pensait que c'était impossible. En tout cas, en 2011-2012, moi-même, je pensais que c'était impossible. Et en travaillant sur différents terrains ethnographiques, je me suis rendu compte que non. Et que voire même, il y avait des savoirs expérientiels très intéressants. Et que, par exemple, des personnes trisomiques 21 ont appris à d'autres personnes trisomiques 21 à prendre le bus. Alors, je vous explique, parce que vous allez me dire, les éducateurs spécialisés, c'est leur métier, etc. Oui, mais ils n'ont pas appris à prendre le bus de la même manière. Quand on est éducateur spécialisé, je pense qu'on travaille d'une manière beaucoup plus généraliste et on essaye que la personne soit le plus autonome possible dans la plupart des moyens de transport, c'est-à-dire dans la ville au moins, ou au moins dans le quartier, mais on vise des territoires. Là, en l'occurrence, ces personnes trisomiques, c'était un collectif de militants avec peu de moyens verbaux, mais ils utilisaient énormément la vidéo, ça leur permettait de transmettre des messages grâce à la vidéo. Et en fait, pour aller à cette réunion entre militants, il fallait qu'ils puissent se déplacer. Et ils étaient dépendants soit de leurs parents, soit de taxis. Et il y avait toujours des jeunes gens qui n'arrivaient pas à venir à la réunion. Et ça a fini par les agacer profondément. Et ils ont décidé de se prendre en main. On est vraiment dans l'exemple typique. Et donc, ceux qui y arrivaient tout seuls ont décidé d'aider les autres. Et les autres ont demandé à être aidés par ceux qui y arrivaient tout seuls. Et donc, ils ont pris le bus ensemble, par binôme, etc. Enfin, ils se sont auto-organisés parce qu'en fait, il y avait un EduxP dans l'affaire qui ne s'en est pas mêlé, qui était une personne ressource. Et donc, il n'y avait pas une position d'éducateur spécialisé. Et en fait, on s'est rendu compte que en 3 mois, tout le monde arrivait à l'heure à la réunion. Mais les gens, ces personnes trisomiques 21, ne savaient prendre que ce transport-là pour cette réunion-là. Mais par contre, ce qui leur importait vraiment en termes de transport, ça, ils savaient le faire. Et probablement, dans ce qu'on a compris des savoirs expérientiels qui se sont transmis, c'était beaucoup basé sur de l'image, de la couleur. Et c'était pas le nom de la direction, c'était pas l'horaire du bus, c'était pas tout ça. Voilà. Ils ont pris des photos, enfin, ça s'est joué complètement autrement. Et ça a fonctionné. Et tout le monde était autonome sur ce seul trajet, mais c'était le trajet qui importait. Voilà. Donc il y a probablement des... Voilà. Alors nous, on a tendance à penser qu'il faut apprendre à utiliser le bus. Vous voyez, donc on n'est pas du tout dans les mêmes perspectives. Je pense que justement, quand les pairs se rencontrent, très souvent, ils définissent le problème autrement. Ils ne veulent peut-être pas prendre tous les bus. Ce qu'ils veulent, c'est aller à cette réunion-là. Et pareil, donc ils inventent des solutions sur mesure et avec leur propre capacité ou leur propre rapport au monde. Et donc, ils ont réussi. Et je dois dire que le plus dur pour nous, c'est de comprendre comment eux ont fait.
Voilà, on en est plutôt là. La difficulté est plutôt là. Donc moi, je ne dirais pas du tout que c'est impossible, parce que j'ai appris par l'expérience que ce n'est pas le cas. Je dirais que je ne sais pas encore, et que j'aimerais bien avoir l'occasion d'ethnographier pour vous dire un peu plus. Donc merci. Si je vous permettez, je veux juste faire tilt un terme que j'ai entendu 2 fois aujourd'hui, parce que comme je sais que vous utilisez pas mal de termes d'origine anglo-saxon, de décrire quelqu'un comme déficience intellectuelle ou grande déficience intellectuelle, pour moi c'est dans le dossier médical. En anglais, on parlait de personnes avec challenging learning difficulties, des troubles d'apprentissage, défis. La personne même n'est pas déficiente, il est ce qu'il est. Et on a beaucoup de difficultés des fois en France de changer le langage approprié, parce que le langage aussi change la façon qu'on pense. Et je trouve l'occasion de dire ça devant cette grande salle. J'ai bien compris. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, là-bas. C'est à moi? Il n'y a personne de ce côté-là pour... Bonjour. Mais pour donner le micro? Ah, oui, allez, Madame Couzergue. Catherine Couzergue, donc, présidente du GIHP Midi-Pyrénées. On se connaît, Madame Gardia? Bonjour. Bonjour. Moi, il y a 2 points que j'aimerais soulever en écho à votre intervention. Le premier, c'est que quand on est en situation de handicap, dans le monde d'aujourd'hui encore, on vit comme une situation de survie en milieu hostile. Et je pense que la pérédance, elle joue beaucoup par rapport à ça. Si on se serre les coudes en vivant en milieu hostile, on arrive à peu près à surmonter ce milieu hostile. C'est un peu tout ce qu'ont vécu les prisonniers en camp de concentration. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça dans ma vie, et je le transmets comme ça à des jeunes en situation de handicap. Alors, bien sûr, toutes les politiques publiques aujourd'hui visent à faire en sorte que le milieu soit moins hostile, mais on n'en est pas encore là. Et le second point que je voudrais soulever, par rapport à la pérédance, c'est la question de l'éthique. Parce que dans ce champ-là, quand même, surtout quand on a affaire à des nouveaux dans le champ du handicap, puisque vous parlez d'anciens et de nouveaux, quand on a affaire à des nouveaux, ils sont quand même particulièrement en situation de vulnérabilité. Donc il nous faut mettre quand même des bornes et un cadre éthique à cette pérédance. On ne peut pas confier n'importe qui, n'importe comment, à n'importe qui. Je crois que ça, il faut y être très vigilant en tant que professionnel ou de responsable associatif. Voilà. Alors, je peux qu'abonder dans votre sens, Madame Couzergue. Je voudrais même rajouter quelques éléments, puisque du coup, c'est effectivement le cas. Je n'ai pas abordé la question de la posture relationnelle et du rapport éthique. Peut-être, je dirais que les 2 fondamentaux sont probablement autodétermination et empowerment. Voilà, et que autodétermination, ça veut dire que les objectifs sont ceux de la personne elle-même, et non pas de répondre à ses besoins. Donc on n'est pas du tout dans le même type de posture. L'empowerment, c'est l'idée qu'elle a envie de se prendre en main, et que donc ce qu'on fait, c'est non pas de lui proposer un chemin ou des étapes, c'est on l'accompagne, on est vraiment dans un accompagnement au sens plus de cheminer avec, en fait. On soutient en réalité, on soutient, mais on ne fait pas à sa place, mais au sens beaucoup plus radical que ce qu'on fait dans nos pratiques professionnelles aujourd'hui. Je pense que malheureusement, je peux encore dire ça aujourd'hui. Après, peut-être que dans 10 ans, je ne le dirai plus. Mais voilà. Et ça pourrait donner des réunions très, très différentes où finalement, c'est la personne qui fixe les objectifs et c'est avec elle qu'on discute des meilleurs moyens à mettre en place. Vous voyez, on ne serait pas du tout le même type de posture. Voilà, ça, c'est plutôt ça, la posture du père accompagnant. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose qui est aussi, je pense, un apport. Ça ne veut pas dire qu'un kinésithérapeute ne doit plus être un kinésithérapeute, c'est pas du tout ça que je discute. Je pense qu'il ne faut pas forcément toujours comparer. Mais par contre, parce que le kinésithérapeute a des savoirs de kinésithérapeute et on a besoin d'un kinésithérapeute, mais que par contre, le père peut apporter cette autre posture et cette autre ouverture relationnelle qui permet aussi d'évoluer autrement. Voilà. Et donc, je pense que c'est véritablement un plus. Et
Ouais, et qu'il ne faut pas le penser en termes de compétition, contrairement à ce qui est souvent fait aujourd'hui. Mais je pense que c'est pensé en termes de compétition parce qu'on a l'impression que lui aussi l'accompagne, alors qu'en fait, il fait quelque chose d'autre. Il fait quelque chose de différent. Il a une autre posture relationnelle, il a une autre éthique et il a d'autres savoirs. Merci. Donc là-bas, il y avait une question tout à l'heure. Bonjour. Voilà, je suis un peu décalée. Je suis professeure des écoles et maman d'un enfant avec autisme. Et c'est parfois compliqué quand on a deux casquettes. C'est-à-dire que par rapport aux collègues, forcément, moi, ma pratique, elle a évolué dans mon métier. Et par rapport à mes collègues, c'est compliqué de l'expliquer quand elles sont en difficulté face à un enfant avec handicap et qu'elles veulent bien faire, mais elles ne peuvent pas par manque de connaissances, pour plein de raisons différentes. Comment on peut être aidant quand on est confronté à ça, et également quand on est parent, quand on a cette casquette de parent, quand on arrive avec notre enfant différent, et qu'on essaie de discuter avec le corps de l'éducation nationale, c'est pas toujours une évidence. Et qu'on se retrouve face à des personnes qui nous disent « Non, mais ça, c'est notre métier, et vous ne pouvez pas intervenir. » Alors qu'on a cette expertise que l'on veut partager. Quelle posture on peut adopter face à ça ? Vous me demandez de trouver une baguette magique. Je vous remercie pour la question, c'est un vrai challenge. Alors ceci dit, dans les bonnes nouvelles, je suis beaucoup plus invitée qu'auparavant dans les hôpitaux, ce qui est absolument qui est pour moi très étonnant. Alors c'est vrai qu'ils mettent en place, c'est pareil, j'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais les patients experts, les patients ressources, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'on me demande de venir, parce que ce sont aussi des pères et qui participent à l'accompagnement de leur père. Mais visiblement, il y a donc un début de reconnaissance, y compris dans le monde de la médecine, qui est souvent réputé comme étant très surplombant. Voilà. Donc les choses changent quand même, probablement pas assez vite. Mon souci, pour ma part, c'est quand on est dans des rapports de savoir et des rapports de pouvoir, parce que moi, c'est comme ça que je traduis les propos que vous avez tenus. Je pense qu'on sait quand on a les rapports de concurrence et de compétition. C'est ce que j'essaye de désamorcer, d'expliquer que justement, ce n'est pas forcément des effets de concurrence et de compétition, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de la même chose. Donc on n'est pas en train d'empiéter sur le territoire de l'un et de l'autre. Je pense que si vous voulez laisser la possibilité qu'un jour ça change, il faut absolument reconnaître le savoir de l'autre. Voilà. Si vous ne reconnaissez pas, si l'autre se sent atteint dans son pouvoir, dans son savoir, de toute manière, il ne s'ouvrira pas à écouter le vôtre. Il va défendre son territoire, donc ce n'est pas quelque chose d'envisageable. Mais en même temps, faut-il que quand même un jour on vous écoute. Voilà. Je pense que des journées comme celle-ci, que la formation des professionnels change, puisque je sais qu'on travaille sur ça maintenant en fac de médecine. Il y a des patients qui vont enseigner dans les facs de médecine. On travaille là-dessus dans les instituts de formation au travail social, dans les instituts de formation paramédicaux. Donc les choses sont en train d'évoluer aussi progressivement, lentement certainement, mais progressivement. Il y a de plus en plus de journées de ce type qui existent aujourd'hui en France. C'est même incroyable à quel point l'accélération a pris. Donc je vous dirais que voilà, j'ai pas de baguette magique, mais en même temps, on peut espérer peut-être pas un miracle, mais une amélioration. Voilà, je vous dirais garder espoir en fait. Oui, une question ici, devant. Et en tout cas, peut-être que dès aujourd'hui, il y a déjà des lieux où ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Bonjour, merci pour tous ces éléments. Donc, je suis la maman d'un jeune Asperger de 20 ans. Donc, moi, je vois quelques freins à la pérédance que j'aimerais soumettre. Donc, je partage tout à fait l'avis de monsieur. Mon fils est très égocentré. Mon fils n'est absolument pas ni dans la demande ni dans l'aide. Enfin, pourtant, il a des tas de belles qualités humaines, mais il ne les reconnaît pas chez lui et il ne les reconnaît pas forcément chez les autres parce qu'il a une difficulté
à reconnaître ses émotions, à exprimer ses émotions, à reconnaître celles des autres. Et voilà. Il y a également des freins que je trouve, c'est-à-dire que même si à un moment donné, il est tout à fait bien, le problème, c'est qu'il est très fragile au niveau de la dépression, des troubles anxieux. Il a eu des idées suicidaires. Il risque, donc, dans une phase négative, de tirer vers le bas une personne qu'il pourrait aider, ou à l'inverse, et ça, on l'a vécu, il a été tiré vers le bas par un camarade qui avait lui aussi des idées suicidaires. Donc cette fragilité par rapport aux troubles psychiatriques me semble un frein important, donc à surveiller quand on établit une relation de père-aidance, parce que dans le temps, elle peut tirer vers le haut, mais elle peut également tirer vers le bas. Un autre domaine aussi, c'est il est attiré par les personnes qui ont les mêmes intérêts restreints que lui. Et du jour au lendemain, il peut changer d'intérêt restreint. Donc ça lui arrive. Et donc, un jour, il va être tout à fait positif et peut être aidant. Et à l'inverse, le lendemain, si ça ne l'intéresse plus, il va complètement couper une relation qui était pourtant très riche à un moment donné. Donc voilà les freins qui me semblent, et surtout la fragilité qu'il peut avoir et qui peut fluctuer, et dont on n'a pas forcément, dont on ne peut pas forcément prendre la mesure, parce que c'est compliqué il ne l'exprime pas, et c'est pas forcément, on n'a pas des indicateurs, ou alors il faut être parent ou vivre avec lui au jour le jour pour pouvoir percevoir des signes qui révéleraient des fragilités. Merci. Je pense que vous êtes en train de dire des choses très importantes. Je vous le dis, je n'ai pas de recul sur le champ de l'autisme, donc je suis désolée, je ne peux pas vraiment vous répondre de manière pertinente. Après, je suis très inscrite aujourd'hui dans le champ de la santé mentale, donc je peux reconnaître des choses du côté des idées suicidaires, etc. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'accompagnement ou de soutien quand on amène l'autre à plonger, il s'agit d'autre chose. Voilà. Par contre, il peut y avoir cet effet de résonance et de sentiment que l'autre est son père, mais parce que déjà soi-même on aspire justement à ce type-là on a ce type-là de projet, quoi. Donc, je vous dirais que du point de vue des institutions, il y a une vigilance évidente. Mais plus largement, enfin, dans les relations humaines et dans la vie de tous les jours, tout le monde ne nous est pas bénéfique. Et ce que j'ai constaté, c'est que globalement, les pères qui sont choisis, et d'où l'importance de cet enjeu de résonance, les pères qui sont subjectivement choisis, en général, sont ceux qui vont bien. La plupart du temps, ce sont ceux-ci, massivement, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception à la règle, mais c'est quand même massivement ceux-là. Donc, du coup, j'ai plutôt de l'optimisme de ce côté-là. Mais voilà, je ne connais pas non plus beaucoup le champ de l'autisme, donc je peux me tromper. Mais par contre, pour les personnes bipolaires, avec qui je travaille également, c'est très évident, elles choisissent les personnes qui vont bien. Voilà, donc si ça peut... voilà. Mais après, je vous dirais peut-être le plus ennuyeux, c'est peut-être des qualités, effectivement... une capacité à se décentrer, ça c'est très important, je pense. En tout cas, si on veut aller loin dans l'accompagnement, ça dépend du type d'accompagnement. Si c'est la question de prendre le bus autrement, c'est pas forcément si important. Ça dépend jusqu'à où vous voulez aller dans ce type-là d'accompagnement. Quels sont les objectifs que les personnes se donnent, en fait. Mais peut-être la chose la plus difficile à repérer, et pourtant peut-être la plus dangereuse, c'est la perversité. Là, c'est complètement autre chose, avec des rapports d'emprise, etc. Et ça peut être dangereux, mais comme ça peut l'être pour des travailleurs sociaux, un médecin, etc. C'est pas ni plus ni moins, ce sont des êtres humains. Donc il y aura des risques comme pour n'importe quel dispositif avec des êtres humains. Ce que je vous propose, c'est de faire la pause maintenant, parce qu'on a prévu un grand temps de questions après la deuxième table ronde, un temps plus grand, à laquelle Madame Ève Gardin sera aussi présente en tant que discutante avec... Cécile, oui. une autre question. Ouais. Bon, on peut attendre, ou c'est très court, parce qu'après on a des soucis logistiques, organisationnels avec les traiteurs, etc. Si vous faites court, allez-y. J'ai pas eu trop de pression là. Bonjour, alors moi je suis maman d'un petit garçon qui a été diagnostiqué autiste au mois de janvier. Et moi j'ai eu un pré-diagnostic derrière, au mois de mai.
Donc, déjà, je voulais juste vous dire que je suis très contente en fait de participer à une journée comme celle-ci, parce que du coup, on a l'exemple concret du fait qu'aujourd'hui, la père aidance est reconnue par les institutions, et c'est particulièrement difficile pour nous, en tant que père aidant ou en tant que personne autiste, de se voir en permanence refoulés par les professionnels sur nos capacités et sur nos savoirs expérientiels. Je voulais simplement dire, déjà pour la dame qui est institutrice, que si elle avait besoin, si elle avait l'envie de pouvoir apporter son savoir expérientiel, il fallait qu'elle aille voir avec d'autres instituteurs sur Toulouse, parce que moi, l'institutrice de mon fils, quand je suis allée la voir et que je lui ai expliqué que avec tout le désarmement que j'avais, avec toute la tristesse que j'avais à l'époque, quand je suis allée la voir pour lui dire voilà, je ne sais plus quoi faire, je pense que mon fils est autiste, j'ai des soucis, elle a pris mon désespoir à bras le corps, et elle a décidé donc de m'aider parce que je suis allée la voir sans me mettre au-dessus d'elle, malgré tout ce que j'avais lu, parce qu'il faut savoir que l'autisme c'est devenu mon intérêt restreint depuis 2 ans, donc je bois, je dors, je ris autisme, et j'ai beaucoup de plaisir à le partager. Là pour le coup je suis allée la voir en lui disant écoutez, j'ai besoin de votre aide, et donc il y a eu cette résonance dont vous avez parlé tout à l'heure qui s'est faite instantanément. Donc je voulais vous dire que voilà, il y a d'autres instituteurs sur Toulouse, d'ailleurs si vous voulez en parler après, qui ont à cœur de faire les choses comme vous. Et je voulais juste finir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ou autistes ou pères aidants dans la salle. Moi j'ai trouvé beaucoup de pères aidants sur les réseaux sociaux. J'ai pu en fait rencontrer des personnes qui avaient une expertise expérientielle et puis du coup qui en plus utilisaient leur intérêt restreint comme support énorme, et ça m'avait énormément aidé, parce que du coup je suis par exemple Jean-Philippe Piat qui a le site Aspi Conseil en France, et qui du coup parle des fonctions exécutives, des soucis, de tous les soucis quotidiens en permanence sur son compte Facebook. Et ça m'a permis, de par les échanges qu'on a entre parents et pères aidants et personnes autistes, de beaucoup, beaucoup m'améliorer. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire. Merci.